J'en profite pour dire bonjour. Bonjour Gérard. Voilà. Bonjour On va Gérard. élever nos pensées vers les bons esprits, vers Dieu, vers les bons esprits qui sont là pour nous assister. En les remerciant pour cette occasion que nous avons aujourd'hui d'examiner encore un point concernant la médiumnité, la pratique médiumnique. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est l'animisme. Que nous puissions bien le comprendre, le mettre en pratique lorsque l'occasion se présente. Donner l'exemple autour de nous. Et nous espérons que cela puisse être utile aussi pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous, sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu. Voilà. Donc, vous voyez, on est toujours dans le module 5. La pratique médiumnique, on avait vu donc les qualités essentielles du médium, l'identification des communications, des sources des communications médiumniques, la méthode entre guillemets d'analyse. La semaine dernière, on avait vu les contradictions et les mystifications. Et aujourd'hui, on va voir le fameux phénomène de l'animisme. C'est un mot un peu compliqué, mais on va essayer de voir et de comprendre ce que c'est. Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'animisme? Quel est le mécanisme de base de l'animisme? Comment est-ce qu'il se produit? Et puis, la différence donc entre l'animisme et la mystification qu'on avait vu dans le cours la semaine dernière. Voilà. Et donc, c'est dans la question suivante que Allan Kardec a posée dans le livre des médiums, chapitre 19, item 223. Les communications écrites ou verbales peuvent-elles aussi provenir de l'esprit même incarné, de l'esprit même incarné dans le médium? Voilà. Réponse. L'âme du médium peut se communiquer comme celle de tout autre. Si elle jouit d'un certain degré de liberté, elle recouvre ses qualités d'esprit. Voilà. Donc, l'animisme, c'est justement l'influence de l'âme. Donc, j'utilise le mot âme parce que âme, la définition du mot âme, c'est l'esprit incarné, quoi. Donc, on utilise esprit pour les esprits désincarnés et on utilise âme donc pour notre esprit quand il est incarné. Et donc, l'âme du médium, elle interfère en fait toujours plus ou moins dans les communications. Voilà. Et donc, elle peut bénéficier d'un certain degré de liberté. Et typiquement, le somnambule, c'est celui où son âme arrive vraiment à se libérer du corps et arrive à décrire tout ce qu'elle voit dans le monde des esprits. Voyez. Donc là, c'est vraiment le somnambulisme, c'est de l'animisme pur. Maintenant, si le somnambule voit un esprit qui lui dit quelque chose et que donc l'âme du somnambule répète ce que l'esprit lui a dit, là déjà on passe dans de la médiumnité. Vous voyez la différence? Et donc l'animisme, c'est justement tout simplement le phénomène que vous pouvez voir simplement autour de vous. Quand vous êtes dans un groupe de 10 personnes, il y en a un qui dit quelque chose au deuxième, le deuxième ensuite le dit à l'oreille du troisième, le troisième le dit à l'oreille, etc., jusqu'au 10e. Et quand le 10e, il dit ce que le 9e lui a dit, ça n'a plus trop grand-chose à voir avec ce que le premier a dit au second. Vous voyez? Donc, c'est un peu ce phénomène-là, c'est-à-dire que on a toujours tendance, quelque part, à interpréter ce qu'on entend de façon plus ou moins juste et donc à transmettre de façon plus ou moins juste ce qu'on a entendu. Donc, c'est valable entre incarnés, mais c'est valable aussi dans le phénomène de communication médiumnique quand il y a un esprit qui se communique à travers un médium. Voilà. Alors, cette explication ne semble-t-elle pas confirmer l'opinion de ceux qui croient que toutes les communications émanent de l'esprit du médium et non d'esprits étrangers? Donc, ça, c'est l'objection des personnes, c'est la psychiatrisation de la médiumnité, comme on dit, qui s'est surtout développée au début du XXe siècle avec Freud, notamment, avec l'inconscient, le subconscient, etc. L'inconscient collectif et toutes ces notions que vous connaissez peut-être. Je ne suis pas spécialiste, je ne peux pas aller beaucoup plus loin dans le sujet. L'esprit lui répond, ils n'ont tort que parce qu'ils sont absolus. Donc, il généralise en gros. Mais ce n'est pas une raison pour que d'autres n'agissent pas également par son intermédiaire. Vous voyez? Donc,
il y a des cas où vraiment c'est de l'animisme pur, quoi. C'est-à-dire que le médium, il dit des choses qui en fait viennent de sa propre âme et pratiquement rien, peut-être une petite intuition, une petite inspiration ici ou là, qui vient d'un esprit tiers. Vous voyez. Donc ça, c'est l'animisme pur. Et il y a pas mal de gens chez lesquels ça fonctionne. Maintenant, est-ce qu'on peut généraliser? Est-ce qu'on peut être absolu là-dedans en disant que toutes les communications sont comme ça? Non, hein, parce que, encore une fois, là, c'est Bozzano qui a écrit un livre, hein, sur l'animisme et le spiritisme, notamment. Ernest Bozzano, je ne sais pas si vous le connaissez. C'était un scientifique italien il est mort juste après la guerre, ou pendant la guerre, ou juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ces livres sont aussi maintenant du domaine public et on les a mis sur l'encyclopédie Spirit, mais pas encore publiés. Et donc, Bozzano, dans son livre Animisme et Spiritisme, il dit ben, heureusement que l'animisme existe, parce que sinon, s'il n'y avait pas d'animisme, ce serait difficile aussi d'avoir du spiritisme. Vous voyez? Et c'est exactement ce que dit l'esprit ici. Ce n'est pas une raison pour que d'autres âmes n'agissent pas également par son intermédiaire. Voilà. L'animisme, déjà, c'est une preuve de l'existence de l'âme. Voilà. Et donc, à partir de là, ben, s'il y a d'autres âmes qui survivent, eh ben, quand elles se communiquent et que le médium transmet ce que l'esprit communicant lui donne, eh ben là, ça devient du spiritisme. Alors, question suivante, et là, vous voyez la méthode de Kardec. Hein. Comment distinguer si l'esprit qui répond est celui du médium ou celui d'un esprit étranger? Comment est-ce qu'on fait la différence entre l'animisme et le spiritisme? Réponse, à la nature des communications. C'est surtout dans l'état de somnambulisme ou d'extase que l'esprit du médium se manifeste parce qu'alors il est plus libre. Mais dans l'état normal, c'est plus difficile. Ah, donc la nature des communications. Qu'est-ce que ça veut dire la nature? Ben, c'est le contenu, le pourquoi, le comment, le langage, tous ces éléments dont on a parlé il y a 2 semaines, hein, quand on parlait de l'identification des esprits qui se communiquent. Donc, il rajoute ici, ben, j'en ai déjà un peu parlé à l'instant, que c'est dans l'état de somnambulisme ou d'extase, c'est-à-dire quand l'âme du médium elle est vraiment dégagée, hein, que l'esprit du médium peut se manifester. Hein, c'est-à-dire que quand l'âme du médium est vraiment dégagée, elle a vraiment une vision, elle peut avoir une vision très précise du monde des esprits. Elle peut aussi avoir une vision très précise, la vue de l'esprit vis-à-vis d'une personne qui est en face d'elle, hein, en face du médium. Hein. Et ça, on le voit notamment avec Edgar Cayce. Je ne sais pas si tu vas en parler, Maurice, mardi, mais Edgar Cayce, il avait cette faculté, c'est-à-dire qu'il il se mettait en état de somnambulisme et donc avec ses yeux, avec la vue d'esprit, pas avec ses yeux physiques, mais avec, hein, ben, il arrivait à voir, comment dire, le père-esprit ou l'aura de la personne qui était en face de lui, et puis il voyait, bah, tiens, là, il y a une anomalie au niveau du foie, il y a une anomalie à tel endroit, et donc il arrivait, alors il dit lui-même que c'était avec l'aide d'un autre esprit, hein, donc à détecter des problèmes de santé chez la personne qui était en face de lui. Hein, et donc, Edgar Cayce et Bruno Gröning aussi, ils ont été connus pour ça, et aussi donc pour leur faculté de guérisseur. Voilà. Et l'autre moyen de distinguer aussi, c'est ben, quand l'esprit, quand la communication contient quelque chose qui est qui est en dehors des connaissances du médium lui-même. Voilà. Par exemple, vous prenez un médium qui a une éducation simple et qui développe un sujet très pointu dans un domaine scientifique quelconque, ben, là aussi, la probabilité comme ce sont des choses scientifiques qu'il ignore totalement, il y a plus de probabilité que ça vienne d'un esprit. Vous prenez Chico Xavier, typiquement, quand il recevait notamment les derniers livres qu'il a écrits, là, Mécanisme de la médiumnité et Évolution dans les deux mondes, où il y a des notions vraiment très, très complexes et pointues, il admettait lui-même, ben, je ne comprends rien à ce que j'ai écrit. Voilà, mais il l'écrivait quand même.
Et encore aujourd'hui, vous avez des scientifiques et des médecins qui se penchent sur ce livre qui a été écrit il y a plus de 50 ans et qui disent, ah bah tiens, bah regarde, là, il parlait clairement de ce qui a été découvert seulement quelques décennies plus tard, hein, comme le montrent les médecins spirites dans leurs conférences. Et donc, le Chico Xavier, lui, pareil, hein, école primaire, sans plus, il était secrétaire dans une ferme, voilà, il n'avait aucune connaissance, enfin pratique, à part ce qu'il a appris par lui-même, quoi, aucune connaissance pointue dans ce domaine et surtout pas les connaissances de ce qui allait être découvert 20 ans plus tard. Donc ça, ce sont des éléments qui justement prouvent l'origine d'un esprit tiers, que c'est bien du médiumnisme et pas de l'animisme. Ah, Michel, tu as levé la main? Oui, en fait, je voudrais savoir quelle est la différence entre l'état de somnambulisme et l'état d'hypnose, ou d'auto-hypnose, en fait, plutôt, pour être Ouais. plus juste dans les mots. Alors, là aussi, c'est un sujet qui est intéressant. Le somnambulisme, c'est quand l'esprit du somnambule prend des libertés par rapport à son corps physique et à ses perceptions d'esprit. D'accord? L'hypnose, c'est plutôt un état de suggestibilité, c'est-à-dire que c'est l'hypnose quand on la voit, il y a l'hypnotiseur qui suggère des choses à l'hypnotisé et l'hypnotisé, en fait, il suit les suggestions qui lui sont données. Tu vois? Donc, je dirais c'est la différence essentielle entre les deux. Maintenant, je ne connais pas le sujet de façon assez détaillée parce que l'hypnose peut parfois être utilisée pour induire des états somnambuliques. Tu vois? C'est par la Oui, suggestion que le magnétiseur arrive à mettre la personne dans un état somnambulique. Voilà. Mais fondamentalement, ce n'est pas la même chose, hein. C'est-à-dire que vous avez certainement tous vu à la télé ou dans des, comment dire, dans des campings ou des centres d'animation, hein, des spectacles d'hypnotiseurs, c'est typiquement ça, quoi. L'hypnotiseur, il arrive à prendre un ascendant sur l'hypnotisé et ensuite il lui suggère des choses et l'hypnotisé, il prend tout ce qui est suggéré comme des choses réelles. Par exemple, il dit, ben, tu as très chaud, ben, l'hypnotisé, il va commencer à transpirer, il va enlever son pull, etc. Hein, ou alors, à l'inverse, s'il dit, tu as très faim, il va commencer à grelotter. Tu vois. Donc, l'hypnose, c'est surtout ça. Hein. Et puis, l'hypnose, ben, c'est comme tout, il y a des personnes sur lesquelles ça marche et des personnes sur lesquelles ça ne marche pas. Alors, moi, évidemment, curieux, euh, quand il y avait un spectacle, bah, il appelait une vingtaine de personnes. J'y étais allé, évidemment, quoi. Et puis, donc, il passe comme ça autour des personnes pour les hypnotiser. Et moi, j'étais toujours un des premiers qui disait, vous pouvez retourner à votre place, ça ne marchera pas avec vous, quoi. Donc, ça dépend après des personnes qui se laissent, entre guillemets, qui sont plus ou moins suggestibles. Mais bon, j'aurais peut-être dû jouer un peu plus le jeu en me disant, laisse-toi suggérer, laisse-toi suggérer, laisse-toi suggérer. Mais bon, c'est après une question de tempérament de chacun et voilà. Donc ça prouve bien que voilà, il y a des c'est une question de suggestibilité de la oui. personne. Fernanda? Et bonjour à tous, j'approfite de la question là et j'aimerais une petite question. La différence entre le somnambulisme et le dédoublement. Parce que le somnambulisme, vous disiez que le somnambule, il arrive, l'esprit à dégager de son corps, il voit qu'est-ce qui passe dans le monde extérieur, dans le monde spirituel. Mais le dédoublement aussi, c'est le fait de l'émancipation de l'esprit en sortant et y avoir se rappeler de qu'il a vu en dégageant l'esprit de son corps. Ah ben, Ou le somnambulisme, c'est juste l'état où l'esprit reste dans son corps physique. alors, la différence entre les deux, ce que je dis, il y a beaucoup de points communs, hein, c'est sûr. Mais moi, ce que je dirais surtout, la différence entre les deux, c'est qu'un somnambule, la personne, elle est devant toi, tu vois, elle est réveillée, et puis d'un coup, hop, son esprit se dégage, mais son esprit, donc la personne, elle est un peu comme si elle était dans un état de demi-sommeil, mais l'esprit, il parle, tu vois.
Ah ben là, je vois ci, je vois ça. Et donc, le somnambule, il parle avec sa voix. Tu vois, il arrive à décrire ce qu'il voit à l'état d'esprit. Alors que le dédoublement, c'est plutôt, comment dire, quand tu dors, tu vois, et tu te dédoubles, tu vas faire un voyage astral. Pendant ce temps-là, ton corps, il est complètement arrêté. Et c'est ensuite, quand tu reviens dans ton corps, que tu racontes de mémoire ce que tu as vu. Tu vois. Alors que le somnambulisme, il le dit au fur et à mesure. Tu vois. Il est en dehors de son corps, mais il est toujours lié puisqu'il utilise la voix et la parole. Et il peut entendre aussi ce que les questions que les gens incarnés, bien sûr, devant lui posent. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Qu'est-ce que tu dis? Bah, par exemple, j'arrive pas vraiment comprendre. Je sais pas. Parce que j'ai eu des expériences, par exemple, en dédoublement, en ayant mon esprit loin et la personne qui était à côté de moi, ça m'essayait de me réveiller. Oui. Et du coup, je ne voulais pas retourner d'où j'étais et je ne voulais pas que la personne me réveille et j'ai réussi à faire mon corps parler Ben voilà, donc pour ça répondre à c'était. la personne. Mais là, tu étais à la limite entre les deux, quoi. C'est-à-dire que c'était un dédoublement, mais tu as quand même pu répondre à la personne qui voulait te réveiller. Tu vois? Et donc, c'est pour ça que je te Les dis, deux. c'est très proche. Hein. Le somnambulisme, c'est quand le somnambule, en fait, quand il revient dans son corps, souvent, il ne se rappelle plus du tout de ce qu'il a vu. Tu vois? Il le Ah, dit d'accord. pendant qu'il est dehors, tu vois, le somnambule. Ah, oui. Et donc, tu vois, mais c'est, comment dire, ce sont des états qui sont très proches. Dans les deux cas, si tu veux, l'esprit s'émancipe, il prend des libertés par rapport au corps physique. Dans le somnambule, il reste quand même attaché pour pouvoir utiliser l'ouïe et la parole. Et puis dans le dédoublement, ben, il y a toujours le lien, évidemment, mais c'est un peu comme pendant le sommeil la nuit, quoi. C'est-à-dire, tu as des expériences et voilà, des fois, tu t'en rappelles, des fois pas. Alors que le somnambulisme, lui, souvent, il ne se rappelle pas du tout de ce qu'il a fait et vu pendant qu'il était dans cet état-là. Mais c'est très voisin. Hein. Et puis je Ah, pense que, tu vois, les transitions, il y a certainement des, comment dire, la transition n'est pas comme ça franche. Il y a certainement une limite un peu entre les deux, quoi. ah, merci. Maintenant, je comprends mieux. Merci. Hein. Voilà. Le lien avec le corps, dans ces états d'émancipation, il existe toujours. C'est ce que les liens fluidiques ou le cordon d'argent ou autre. Hein. Parce que si celui-là, il est rompu, ben, en fait, la personne ne revient plus. Et c'est ça qui, alors il parle ici d'extase, hein, voilà, extase. Et l'extase, c'est vraiment comment dire, un dédoublement profond. Et c'est là où il faut faire attention, hein, parce que, alors, j'ai pas comment dire, d'exemple d'extatique dont l'esprit est parti et il n'est plus revenu, quoi. C'est-à-dire, en gros, ils sont morts pendant leur extase. Peut-être ça arrive pour des personnes en fin de vie, mais clairement, dans l'état d'extase, l'esprit, il a pas toujours envie de revenir. Il revient parfois un petit peu fortement suggéré par les guides qui sont autour de lui. Je ne sais pas si Marcia se rappelle, mais on a vu un jour à Bron, hein, donc Roger Pérez en état d'extase. Et puis donc, à un moment donné, ben, on lui posait des questions. Hein, Roger, comment ça va? Et puis donc, c'est un autre esprit qui répondait en disant, il n'est pas là. Hein. Et puis, bon, au bout d'un certain temps, l'esprit de Roger a fini par revenir. Mais quand il est revenu, il avait un sentiment, une sensation de dégoût de toute cette matérialité, de ses corps physiques, de toutes ces maladies et tout. Il est vraiment revenu à contre-cœur, quoi. Hein, c'est ce qu'il nous a dit, ben, juste quand il est revenu de son état d'extase. Voilà. Voilà, donc, voilà, donc c'est la nature des communications qui nous permet de distinguer l'animisme du spiritisme. Ensuite, donc, on a André Louis qui nous dit « De nombreux compagnons inscrits pour le travail d'implantation de la nouvelle ère, c'est-à-dire des spirites en gros, hein, sous l'égide du spiritisme, convertissent la théorie animiste en un frein injustifiable qui paralyse leurs occasions précieuses de réalisation du bien.
Ainsi, nous ne devons pas accepter les mots mystification inconsciente ou subconsciente comme une définition de ce phénomène. Voilà. Et beaucoup de personnes, effectivement, se découragent. C'est même arrivé à des personnes fameuses, hein, comme Camille Flammarion. Camille Flammarion, vous savez que bon, il était tout jeune, hein, il avait à peine 20 ans quand il a connu Kardec en 1860 à la Société parisienne des études spirites. Et donc, il a reçu des esprits signés Galilée qui parlaient de la cosmogénèse, etc. C'est ce que vous voyez repris dans la Genèse selon le spiritisme hein, de Kardec. Toute cette partie Genèse, cosmogénèse, c'est basé sur ces communications que le médium Flammarion a reçues de l'esprit de Galilée. Vous voyez ? Et on a d'ailleurs retrouvé maintenant quelques originaux de ces communications. Et à un moment donné, plus tard dans sa vie, Flammarion, il était dans le doute en disant oui, mais quand je relis ces choses-là, à l'époque, j'avais déjà les connaissances qui me permettaient de les concevoir. Et donc, indirectement, il mettait en doute le fait que ce soit quelque chose qui soit venu de Galilée. Il pensait plutôt que c'était quelque chose qui était venu de lui-même, de son propre esprit. Voyez ? Alors, ça, ce genre de choses, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent complètement découragées à cause de ça et donc qui abandonnent la médiumnité en disant ça ne marche pas, je reçois que des choses animiques. Et comme André-Louis le dit, il dit c'est dommage parce qu'il y a toujours un mélange des deux. Hein. Et dans le cas de Flammarion que je viens de citer, ben, l'esprit de Galilée a eu d'autant plus de facilité de lui suggérer les choses que lui, il avait déjà les connaissances pour bien comprendre ce que l'esprit de Galilée lui suggérait. Vous voyez ? Et c'est pour ça que ce n'est pas toujours facile de faire la différence si ça vient du médium ou si ça vient d'un esprit extérieur. Mais c'est là où il faut qu'en s'arrêtant un peu et en réfléchissant, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment important ? Ce qui est le plus important dans tout ça, c'est est-ce que le message est bon ou pas ? Est-ce qu'il est vrai ou pas ? Est-ce qu'il fait du sens ou pas ? Est-ce qu'il est opportun ou pas ? Appliquer les filtres, comme on a vu, le filtre socratique et d'autres, vérifier est-ce que c'est dans un bon langage ou pas. Si oui, ben, que ce soit animique ou que ce soit spirit ou un mélange des deux, peu importe. C'est le résultat qui compte. Voilà. Sachant que quand c'est animique, ben c'est le médium, il a une partie du mérite, hein, puisqu'il y a une partie qui vient de lui, quand c'est bon. Et quand c'est mauvais, ah ben le même raisonnement peut s'appliquer, mais dans l'autre sens. Hein. Un bon esprit, un bon médium qui reçoit une communication d'un mauvais esprit, ben, il n'y peut rien, il lui transmet ce que l'esprit lui transmet. Hein. Mais voilà, si c'est animique, là, du coup, ben, les mauvaises choses viennent de lui. Et c'est là où il faut qu'il s'interroge et qu'il dise comment est-ce que je peux m'améliorer. Voilà. Est-ce que vous avez des... Alors, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints, hein, Assam, Ève, Géraud. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ? Donc, pour résumer, l'animisme, c'est quelque chose qui est, entre guillemets, normal. Donc, il ne faut surtout pas, considérer que c'est mauvais. C'est tout simplement naturel. Voilà. Et il y en a partout. Hein. C'est un médium comme Chico, il y avait peut-être 30% d'animisme et 70% de spiritisme. Alors qu'un médium, moins éduqués, entre guillemets, ou moins entraînés, ben, il y aura 70% qui viendront de lui et que 30% des esprits. Donc là, on peut comprendre que la part d'informations nouvelles et inédites qui peut venir du monde spirituel vers nous, elle est forcément beaucoup plus limitée. Voilà. Et comme je le dis toujours, en suivant ce qui est écrit dans le livre des médiums, hein, quand l'esprit est bleu, les communications seront bleues. Pardon, quand le médium est bleu, les communications seront bleues. Et quand le médium est rouge, les communications seront rouges. Donc, il teintera toujours ce qu'il reçoit avec des influences de sa propre personnalité. D'accord ? Alors, là, il y a une définition. L'animisme est l'ensemble des phénomènes psychiques produits en coopération consciente ou inconsciente avec les médiums en action. Alors, attendez, on va aller voir la référence numéro 7, d'où ça vient. Je suis curieux. Ah ben, c'est dans Mécanisme de la médiumnité. Voyez. Donc ça, c'est
C'est un des fameux livres qui a été écrit par deux auteurs, hein, Chico Xavier et Valdo Vieira. Voilà, et donc qui comprend un chapitre médiumnité et animisme. Il me semble que Jean-Pierre doit encore en avoir quelques-uns de ce livre-là. Donc, vous voyez, l'ensemble des phénomènes psychiques, hein, c'est des phénomènes qui impliquent l'esprit, hein, le psychisme, produit donc par l'esprit du médium proprement dit, en coopération consciente ou inconsciente avec les médiums en action. D'accord ? Allan Kardec observe donc qu'il y a des communications écrites ou verbales qui peuvent provenir de l'esprit incarné. Oui, hein, car l'âme du médium peut se communiquer comme celle de tout autre, c'est ce qu'on a vu au début. Si elle jouit d'un certain degré de liberté, elle retrouve ses qualités d'esprit, donc typiquement dans le cas du somnambulisme. Voilà. Donc, si le médium il a un bagage de connaissances, hein, des choses qu'il a apprises et qu'il connaît hein, dans ses expériences passées, il pourra, utiliser ces connaissances, même si elles ne sont pas forcément conscientes dans cette vie, hein, pour capter ces informations et donc les reproduire dans cette vie. Voyez ? Donc, c'est là où ça complique un peu plus, parce qu'une personne peut avoir été, je ne sais pas moi, musicien dans une vie passée et pas du tout musicien dans cette vie. Eh ben, il pourra transmettre, par exemple, des éléments de musique en utilisant le bagage qu'il avait dans la vie précédente, alors que dans cette vie, il ne l'a pas du tout. Donc, ça, ce sont tous des choses qui, entre guillemets, compliquent un peu plus justement l'analyse. Il faut en être conscient, quoi. Mais, encore une fois, si la musique est bonne, eh ben, peu importe que ça vienne de lui, de sa vie passée, ou d'un autre esprit, ou un mélange des deux, ben, la musique qui est venue, elle est bonne. Voilà. Cela arrive, explique Kardec, à un esprit supérieur, souvent dans l'état de crise somnambulique ou extatique, mais encore une fois, il est des circonstances qui ne permettent pas de doute. Étudier longtemps et méditer. Voilà, donc c'est toujours cette fameuse analyse des communications permanentes qu'il faut avoir et pratiquer dans les réunions médiumniques. Voilà. Toute communication médiumnique a sa composante animique. Donc, il n'y a pas 100% de médiumnique et 0% d'animique, ça n'existe pas. Il y a toujours l'influence du médium. Pourquoi ? Parce que le médium agit nécessairement comme un interprète des messages des esprits, même s'il ne s'en rend pas compte. Voyez ? Et beaucoup de gens disent, oui, ben le médium psychographe qui fait de la psychographie, j'en ai déjà parlé, hein, vraiment complètement inconsciente, qui n'a absolument pas conscience de ce qu'il écrit, eh ben, il influence quand même le message reçu. C'est ce que démontre l'observation. L'écriture totalement automatique, inconsciente, n'est pas une garantie de l'absence de l'animisme, de l'influence du médium. D'accord ? Et donc, l'influence du médium dans les communications se produit surtout lorsqu'il transmet des idées d'esprit avec lesquelles il n'a pas d'affinité, fluidique, morale ou intellectuelle, pouvant donc, dans ces cas-là, altérer leurs réponses et les assimiler à ses propres idées et à ses penchants, mais il n'influence pas les esprits eux-mêmes. Ce n'est qu'un mauvais interprète. Vous avez bien compris cette phrase ? C'est-à-dire quand une personne qui, je prends un exemple, qui n'est pas convaincue de l'existence de la réincarnation, si l'esprit essaiera de lui faire écrire quelque chose sur la réincarnation, ben, le médium, il va opposer une résistance à ça, et c'est là où il peut même changer le sens de ce que l'esprit essaye de lui dicter. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et donc, cette affinité, il dit là, ben là je parle de l'affinité intellectuelle, hein, l'esprit, le médium ne croit pas en quelque chose, et puis l'esprit essaye justement de lui transmettre, de lui faire écrire l'inverse de ce que lui-même y pense. Et ça, c'est très difficile. C'est en général là que l'influence, l'interférence du médium se produit le plus fort, quoi. Mais l'affinité, il faut aussi qu'elle soit fluidique et morale. Vous voyez ? Donc, un bon esprit qui essaiera de faire passer un bon message par l'intermédiaire d'un médium qui est moralement pas élevé, voire qui a de la haine vis-à-vis de la personne concernée, ben, il pourra aussi complètement transformer le message. Et ça, en fait, les esprits le savent. Et c'est pour ça qu'il parle aussi de cette affinité fluidique.
Et donc, les esprits qui veulent transmettre un message n'utiliseront pas un médium qui savent, qui sera réfractaire et qui le déformera ce qu'ils essayent de faire passer. Et c'est pour ça qu'on dit toujours n'importe quel esprit ne peut pas se communiquer ou n'importe quel médium ne peut pas servir d'intermédiaire à n'importe quel esprit et aussi pour n'importe quel sujet. Vous voyez? Et c'est pour ça aussi qu'il faut comprendre que, par exemple, les gens qui, dans un souci tout à fait légitime, veulent fortement des communications de défunts, de personnes chères, eh bien, ce n'est pas toujours possible. Ce n'est pas toujours possible parce que pour que le défunt se communique, déjà, il faut qu'il le puisse. Hein. Si le défunt il est dans un trouble profond, dans le seuil ou quelque chose comme ça, il aura du mal à venir se communiquer. Hein. Il faut qu'il le veuille. Hein. Il peut ne pas vouloir se communiquer aux personnes de sa famille qui sont restées. Et il faut aussi qu'il trouve le médium qui va bien, qui lui permette justement de transmettre son message avec ses affinités fluidiques, morales et intellectuelles. Donc, vous voyez toutes les conditions qu'il faut réunir pour que ça fonctionne. Eh bien, ce n'est pas toujours simple. Et c'est pour ça que des fois, ça ne va pas. Et les personnes qui insistent, ou alors les médiums qui se font payer pour ce genre de service, eh bien, quand ça ne va pas, faut quand même que le business fonctionne. Et donc là, c'est là où on rentre dans, comment dire, dans de la triche. C'est peut-être un mot un peu fort, mais voilà, c'est là où justement l'animisme peut se réveiller et puis comment dire, le médium, entre guillemets, il finit par dire à la personne ce que la personne voudrait entendre. Voyez. J'ai encore vu un cas hier d'une personne médium relativement connue dans la région ici, qui raconte sa vie et qui dit ma mère s'est suicidée et puis quelques jours après, j'ai vu son esprit qui me souriait. Moi, j'ai dit, mais quand on voit ce qui se passe au niveau du suicide, l'esprit des suicidés qui sont toujours dans des situations extrêmement compliquées, eh ben, cette pauvre dame, ce n'est pas l'esprit de sa mère qu'elle a vu, hein, c'est un autre esprit. Donc, vous voyez, c'est là où ça va loin. Hein. Il faut avoir le discernement. C'est une oblitération qui fait que le médium incarné ne reconnaît même pas sa mère qui est morte récemment. Vous voyez? Et donc, ça montre toute la difficulté des choses. Il y a des choses qui sont possibles, d'autres qui ne le sont pas. C'est peut-être une personne qui a une faculté médiumnique authentique, mais en tout cas, il lui manque du discernement. Voilà, parce que le fait de dire, il y a un autre exemple, une dame qui a écrit beaucoup de livres là-dessus, mon fils s'est suicidé, mais maintenant c'est un esprit de lumière. Ça ne peut pas, ça peut pas, voyez. Pourquoi est-ce qu'il y aurait des exceptions? On voit tous les suicidés qui sont les esprits sont dans des situations terribles, et puis d'un coup, il y en a qui, ah ben non, je me suicide, mais tout va bien. Non, vous voyez, moi je pense que c'est dans ces cas-là qu'il faut être extrêmement dubitatif et puis vraiment regarder de près parce que la probabilité qu'il s'agisse en fait d'une mystification, elle est très très élevée. Et donc, ça, c'est cette influence du médium dans les communications. Donc, quand il est réfractaire, il va bloquer ou transformer. Et sinon, il aura tendance à écrire ce que lui-même, il a envie d'entendre. Vous voyez? Et c'est donc dans ces deux sens-là que l'animisme vient interférer. C'est la raison de la préférence des esprits pour certains médiums. Hein, voilà. Ils cherchent l'interprète qui sympathise le mieux avec eux et qui rend le plus exactement leurs pensées. D'accord ? S'il n'y a pas entre eux sympathie, l'esprit du médium est un antagoniste qui apporte une certaine résistance et devient un interprète de mauvais vouloir et souvent infidèle. Il en est de même parmi vous quand l'avis d'un sage est transmis par la voix d'un étourdi ou d'un homme de mauvaise foi. Vous voyez, c'est dit vraiment de façon simple et ça explique tout à fait bien ce qui se passe. Quand on reprend l'exemple du cercle de 10 personnes avec un qui dit quelque chose à l'autre, qui le dit au suivant jusqu'au 10e, si la chose qui est dite est contraire à l'opinion de 2 ou 3 des personnes dans le cercle, c'est là où, après la 10e personne, le message sera le plus déformé. Vous voyez? Et si ça se trouve, de l'autre côté, au bout du 10e, le message sera l'inverse de ce qu'il a été au départ. Vous voyez? C'est les petits exercices qui illustre ce genre de choses. Voilà.
Donc, l'animisme est une chose parfaitement normale et naturelle, hein, car le médium, en interprétant les idées d'un esprit communicant, imprime ses caractéristiques propres, même s'il s'agit de médiums dits mécaniques. Encore une fois, voyez, mécanique, ça veut dire la psy. Hein, c'est comme les sœurs Baudin, hein, quand elles se communiquaient pendant la codification avec Allan Kardec. Kardec disait qu'elle écrivait quelque chose, hein, et puis elle parlait d'autre chose. Elle parlait d'autre chose. Hein, donc c'est vraiment la médiumnité complètement automatique. Et ben, malgré ça, eh ben, il reconnaissait dans ce qui avait été écrit les traces, quoi, le rouge ou la couleur, entre guillemets, du médium. Voyez. Donc, le médium, il est passif quand il ne mêle pas ses propres idées à celles de l'esprit étranger. Hein. Donc, ça, c'est les médiums qui sont, entre guillemets, les meilleurs interprètes, qui ne mélangent pas leurs idées avec celles que l'esprit leur communique. Hein. Mais il n'est jamais absolument nul. Donc, il interférera quand même un petit peu. Son concours, il est toujours nécessaire comme intermédiaire. Voilà. C'est clair? Vous avez des questions par rapport à ça? Comment ça se produit? Finalement, c'est relativement simple et naturel. C'est encore une fois pas toujours facile à détecter, mais le plus important, encore une fois, c'est le résultat, c'est le contenu du message. Voilà. Alors, mécanisme de base de l'animisme. L'animisme produit de nombreuses occurrences qui peuvent apparaître dans les phénomènes médiumniques à effet physique ou à effet intellectuel. Donc, vous voyez, c'est même dans les phénomènes à effet physique que l'animisme intervient, où l'intelligence incarnée commande elle-même les manifestations ou y participe activement en une démonstration que le corps spirituel peut effectivement se dédoubler et agir avec ses ressources à lui et ses facultés caractéristiques, comme une conscience pensante et organisatrice hors de son véhicule physique. Donc là, on est typiquement dans le somnambulisme. La vérification de ces faits a amené les adversaires de la doctrine spirit aux théories de la négation, car une fois admise la possibilité de l'action d'un esprit incarné en dehors de son enveloppe physiologique, les sceptiques invétérés s'empressèrent d'affirmer que toutes les manifestations médiumniques se réduisent à l'influence d'une force nerveuse qui réalise hors du corps physique certaines actions machinales et plastiques, configurant ainsi les hallucinations de toutes sortes. Ça veut dire qu'en fait, ils ont généralisé. Ils ont dit, ah, là, dans ce cas, c'est le médium qui agit seul, hein, l'esprit du médium. Donc, tout est comme ça. Voilà. Et ça, c'est le fait de prendre un cas particulier et de généraliser sur un cas, c'est pas un raisonnement scientifique. Mais pour les sceptiques, ils utilisent ça un petit peu comme contre-exemple, si vous voulez. Hein. Mais le raisonnement, il est faux dans ce sens-là. Hein. C'est pas parce qu'un cas, c'est pas parce que quelque chose peut être imité que cette chose n'existe pas. Vous voyez, c'est ça qui montre l'erreur de ce genre de généralisation. Voilà. Le tapage et les craintes soulevées par ces arguments indus détournent de l'optimisme et de l'espoir tant de créatures qui commencent en toute confiance leur initiation au travail de la médiumnité ne sont pas fondées. Voilà. Parce que c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de personnes qui ont abandonné à cause de ça, hein, qui ont commencé à écrire des choses, ils disent « oui, mais c'est n'importe quoi, ça vient de moi, donc ça n'existe pas, et puis au revoir, ça ne m'intéresse plus », ils sont partis. Alors qu'en fait, c'est des personnes qui auraient pu avoir un très bel exercice de la médiumnité, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'il faut être conscient que ça existe, hein, que c'est entre guillemets permanent, que même les meilleurs médiums, il y a toujours de l'animisme. Et donc, il ne faut pas, comment dire, perdre son optimisme et son espoir, hein, de pouvoir servir de bon interprète aux bons esprits à cause de ça. Morissette? Vous m'entendez? Oui. Oui. J'ai presque envie de dire que les deux sont indispensables dans le travail. Par exemple, si ce que tu expliquais tout à l'heure, qui est totalement de l'animisme, donc le dédoublement, quand tu arrives, par exemple, dans l'aide aux esprits souffrants à te déplacer ou on t'amène sur certains plans et qu'ensuite on te donne des informations, donc toi, tu peux améliorer le travail qui va être fait, orienter les personnes qui sont les différents médiums et les orienteurs aussi. Donc, je pense que les deux sont vraiment
nécessaires à la bonne construction donc d'une réunion médiumnique. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Le médium, vraiment bon médium, voilà, il est jamais voilà, complètement passif. Hein. C'est effectivement, dans l'assistance aux esprits souffrants, comme tu le dis, ben, la pensée et l'action du médium, elle est tout aussi importante pour que ça se passe bien. Hein. Oui, parce que le médium va donner des informations, donc pour, entre guillemets, aussi des directives, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas des informations sur le comment faire pour que cet esprit soit aidé. Exactement. Et puis Oui. donc, dans ce cas-là, il a même une partie, il n'est pas passif, il est même actif dans le Ah travail oui, d'aide. oui. Voilà. Oui. Donc, vous voyez, dans ce cas-là, l'animisme, c'est même quelque chose de positif. Hein. Si l'esprit du médium, et c'est ce qui arrive souvent, hein, participe par ses pensées, ses bonnes pensées, donc, voire même à donner des passes fluidiques, hein, à l'esprit souffrant qui se communique, eh ben, non seulement il lui permet de se communiquer, mais en plus il l'aide, comment dire, à sortir de l'état de trouble ou des difficultés dans lesquelles l'esprit se rencontre. D'accord? Voilà. Alors, bon, après, nous croyons que le mécanisme de base... alors, attendez, je n'ai pas fini la dernière phrase, là. Ouais, le tapage... Voilà. Les esprits désincarnés et incarnés ne sont pas des races antagoniques qui ne doivent se retrouver que dans des conditions miraculeuses. Voilà. Il faut démiraculariser. Enfin, la médiumnité, ce n'est pas un miracle. C'est tout simplement comme il y a des interactions entre les personnes dans un groupe incarné, ben, il y a des interactions entre le médium et puis les esprits désincarnés. Donc, ça fait partie, entre guillemets, de ces relations humaines, quoi. Voilà. Dans lesquelles des esprits qui sont de même nature que le nôtre, hein, avec la seule différence qu'il y en a qui sont incarnés, le nôtre est incarné, le leur est désincarné. Ce ne sont pas des races antagoniques. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, ce qui veut dire, là, voilà. Nous croyons que le mécanisme de base de l'animisme peut être compris par l'explication de l'esprit André Louis sur la médiumnité psychophonie, usuellement appelée incorporation. Alors, ça, donc la psychophonie, c'est quand donc le psychographe, il écrit, hein, ce qu'il entend ce que les esprits lui suggèrent, et le psychophone, en fait, il parle. Donc, ça va plus vite que l'écriture. Et là, dans ces cas-là, il faut enregistrer pour ne pas perdre le message qui est transmis. Et donc, cette médiumnité de psychophonie, il y en a qui est usuellement appelée incorporation. Hein, c'est quand vous avez certainement déjà vu des vidéos de Divaldo Pereira Franco, quand à la fin de ses conférences, parfois, il incorpore, comme on dit, l'esprit de Bezerra de Menezes. Hein. Donc, il reste là, debout sur son pupitre, il se soutient un petit peu. Et donc, sa voix change et c'est l'esprit qui se communique, hein, le Bezerra de Menezes en général, mais ça peut être d'autres, qui parle en utilisant son corps. Voilà, c'est la psychophonie ou incorporation. Voilà. Et donc là, il y a un récit qui nous apporte un éclairage justement sur la psychophonie et l'influence animique du médium qui s'appelait Ottavia, hein, et un esprit transmis par un message transmis par l'esprit de Dionisio dans l'une de ces organisations secouristes du plan spirituel. Donc ça, c'est tiré d'André Louis. On va regarder. Numéro 9. C'est Missionnaire de la lumière. Hein, c'est un livre que vous connaissez peut-être. Et donc, il nous raconte... Octavia, donc la médium, fut éloignée avec attention du véhicule physique, de son corps physique, hein, de manière partielle, s'approchant de Dionisio, l'esprit communicant, qui partiellement aussi commença à utiliser les possibilités du médium. C'est partiel au début. Octavia se tenait à une distance réduite, mais avec le pouvoir de reprendre son corps à n'importe quel moment sur une impulsion propre. Donc, le médium, il laisse la place à l'esprit communicant, mais c'est lui qui est quand même derrière et qui contrôle. Hein. Gardant une conscience relative de ce qui était en train de se passer, pendant que Dionisio parvenait à parler de lui-même, mobilisant cependant des potentiels qui ne lui appartenaient pas,
donc la voix et la respiration du corps du médium pour parler, etc., et qu'il devait utiliser avec précaution sous le contrôle de la propriétaire légitime, donc de l'esprit d'Ottavia qui lui avait laissé la place, et avec la vigilance affectueuse des amis et bienfaiteurs spirituels, entre guillemets, qui surveillaient du regard son expression, de manière à le maintenir en bonne position d'équilibre émotionnel. Parce que là aussi, vous voyez, si c'est un esprit, par exemple, colérique, il peut très bien se mettre à crier par l'intermédiaire du médium. Et c'est là où le médium qui perd le contrôle, entre guillemets, il va laisser passer toutes ces attitudes colériques, alors que le médium qui arrive à contrôler, à un moment donné, il va l'arrêter. Il ne va pas lui laisser dire, par exemple, des insultes ou des choses comme ça. Voyez. Donc là aussi, vous voyez l'influence de l'animisme dans ce genre de communication. C'est le médium qui garde quand même le contrôle de ce qui se passe. Je reconnus que le processus d'incorporation commun était pratiquement identique à celui de la greffe d'un arbre fruitier. La plante inconnue révèle ses caractéristiques et offre ses fruits particuliers, mais l'arbre greffé ne perd pas sa personnalité et continue à produire selon sa vitalité propre. Ouais, c'est un parallèle qui fait, quoi. Ici aussi, Dionysio était un élément qui adhérait aux facultés d'Ottavia, les utilisant dans la production de valeurs spirituelles qui lui étaient propres, mais naturellement subordonné au médium sans la croissance mentale, la force et la réceptivité duquel il ne pouvait révéler son propre caractère devant les assistants. C'est pour cela même que, logiquement, il n'était pas possible d'isoler complètement l'influence d'Octavia vigilante. L'habitation physique était son temple, qu'il était urgent de défendre contre toute expression déséquilibrante, les gros mots dont je parlais tout à l'heure. Et aucun d'entre nous, les désincarnés présents, n'avait le droit d'exiger de sa part un plus grand éloignement, vu qu'il lui revenait de garder ses potentiels physiologiques et de les préserver contre le mal, près de nous autres, ou à distance de notre assistance affectueuse. Donc, ce qu'il vient de décrire là, c'est effectivement ce qu'on peut voir dans toutes les réunions médiumniques avec des médiums donc, qui ont déjà des années d'expérience dans le sujet. C'est eux qui gardent le contrôle de ce qui se passe. C'est-à-dire, parce que si vous n'avez pas ça, si l'esprit il est vraiment révolté et tout, il peut se lever et puis se taper la tête contre les murs. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est l'esprit du médium qui, bien qu'il laisse sa place à l'esprit qui se communique, il va pas le laisser faire n'importe quoi. Et c'est quelque part, donc vous voyez, dans ce cas-là, l'animisme, c'est quelque chose qui est utile pour que la communication se passe bien. Fernanda? Oui. Ce que vient de décrire là, j'ai vécu une expérience comme ça. Oui. J'ai étudié, je ne comprenais pas le fait d'incorporation. Je croyais que l'esprit rentrait dans le corps et je ne comprenais pas ça. Et c'était ma vision. Et du coup, pour l'aide des amis spirituels, ils m'ont fait un dédoublement. Et j'ai vu comme s'est passé cette communication en temps à côté de mon corps et je voyais l'esprit qui venait, qui voulait se communiquer. Et l'esprit qui m'expliquait comment se faisait, il disait comment je devais observer. Parce qu'en fait, l'esprit ne rentrait pas dans mon corps, mais il utilisait des centres de force pour faire parler, par exemple, ma voix. Il disait, vous regardez, là maintenant, il va essayer de parler. Le centre de force, la laryngite, va être plus lumineuse. Et l'énergie qui tournait autour de mon corps physique, j'étais à côté, mon corps physique était sur le lit. Et il y avait toutes les couleurs des énergies autour du corps. Et l'esprit commençait à communiquer. Et comme ça a augmenté la luminosité du centre de force de la laryngite, mon corps physique bougeait et la voix, ça sortait. Voilà. C'est et ça. j'observais en temps à côté, dehors de mon corps. Voilà. Et après, donc, ce qu'il dit ici, ça va même encore un petit peu plus loin, c'est-à-dire en ce sens que toi, donc, tu es à côté de ton corps, et puis d'un coup, tu vois l'esprit se communiquer, qui veut dire quelque chose, un gros mot, par exemple, et bien que tu peux, quelque part, tu gardes le contrôle et tu peux bloquer ça. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, je sais. Et par contre, je doutais. Je voyais, je doutais. Oui, ben, ça fait partie de l'apprentissage, effectivement, Oui, pour je comprendre ces doutais. mécanismes. Il y a ces moments que je doutais. Elle a dit, observe bien, ton corps va parler par l'intermédiaire de cet esprit. Et du coup, l'esprit, elle disait, cet esprit a beaucoup de difficultés de communiquer. Et du coup, l'esprit essayait de communiquer. Et Jacques, elle a réveillé Jacques qui était à côté. Et Jacques avait peur de lui qui parlait l'esprit, parce que c'est un esprit très souffrant qui disait que les gens qui ont fait trop de mal, qu'il était besoin de parler, qu'il avait besoin de raconter. Et Jacques avait peur et commençait à secouer mon corps. Oui, et puis ça peut aussi, comment dire, la voix peut être différente. Hein. Oui, La oui, voix, c'était différent. l'intonation et tout, c'est plus la tienne, c'est plus celle de l'esprit qui se communique. Oui, Et donc, oui. effectivement, donc, une personne qui n'a pas l'habitude, quand ça arrive comme ça spontanément, eh ben, il va penser, elle est en plein cauchemar, je vais la réveiller, quoi. Hein. Oui, c'est ça. Et du coup, l'esprit a dit, vous allez retourner dans votre corps et vous allez revenir, les amis D'accord. spirituels, pour que vous êtes sûr que vous voyez ce que je vous explique, que vous comprenez bien. Pour se Du coup, rappeler après, ouais, parce que oui, pour se rappeler. Du coup, j'ai revenu, vous disiez à Jacques qu'il va tout bien. Et j'ai tout dit va à bien. Jacques, Ouais. tout va bien, Jacques. Et j'ai revenu, il a expliqué que c'est mais après la spiritualité a ramené l'esprit. Voilà. Donc ça peut faire partie, entre guillemets, d'un exercice, hein, mais dans une réunion médiumnique, quand ça arrive avec un médium, eh ben, c'est pas Jacques qui est en face et qui ne sait pas ce qui se passe, non, ce sont des personnes, justement, l'orienteur, le dirigeant, qui savent et qui connaissent ces mécanismes et puis qui parlent, qui engagent un dialogue avec l'esprit pour essayer, l'esprit souffrant qui se communique, pour essayer de l'aider. Voilà donc le but, hein, premier de ces réunions médiumniques, d'aider ces esprits en difficulté. Hein, qui souvent, ces esprits qui sont souffrants, ils n'arrivent pas à percevoir leur guide, mais nous, incarnés, comme on est dans la matière, ils arrivent à nous percevoir et puis à nous entendre. Et donc, ce dialogue qui s'engage avec cet esprit, c'est ça qui va l'aider à sortir de son état de trouble. Et pour ça, ben, il faut des médiums, des facultés, comme ça vient d'être décrit là et comme Fernanda vient de nous témoigner. Morissette? Oui, je voulais dire que tout ça, c'est en fonction aussi du degré de la transe, parce qu'un médium peut très bien être en transe superficielle et puis aussi être comme on est là maintenant et rentrer dans une sorte d'état second. Et voilà, donc il est en connexion avec le monde spirituel. Et ce que j'avais lu aussi, c'est qu'il me semblait que lors des transes profondes, où vraiment là, le médium perd un petit peu la notion de la réalité, l'esprit agit sur le système nerveux central. Oui. Et donc, il va agir aussi sur les différentes zones du cerveau. Par exemple, ça peut être la parole, ça peut être la cognition, ça peut être plein de choses, quoi. Et sur les émotions aussi. Enfin, voilà, quoi. Donc, il me semble qu'il agit à ce niveau-là, en fait. Il y a différents degrés. Hein. Oui, oui. Et l'action, elle se fait en bas de la nuque, à l'arrière. Voilà. Oui, Kardec, il disait que le psychographe, l'esprit agit directement sur la main. Et de là, lui, il avait un peu corrigé avec l'évolution donc des connaissances du rôle du cerveau et du système nerveux en disant non, Ouais. l'esprit, il agit sur le centre moteur et puis donc c'est ensuite le reste de la transmission se fait à l'intérieur du corps du médium. Oui. Et Comme pour nous. donc voilà, vous voyez, il y a différents degrés, hein, de médiumnité. Et vous avez des médiums qui ne se laissent pas incorporer, c'est-à-dire qui ne s'éloignent pas de leur corps, mais qui entendent très bien ce que l'esprit leur dit. Il me dit que, vous voyez, il me répond que. Hein. Et donc là, vous voyez, c'est plus de la psychophonie ou de dite incorporation. C'est une forme de médiumnité un peu plus douce. Voilà, le médium, il garde mieux le contrôle, il garde davantage le contrôle de son corps. Fabrice? Oui, je voulais poser une question. Je voulais savoir si deux esprits incarnés peuvent utiliser le plan spirituel pour communiquer. Je m'explique. D'un côté, on a un médium. De l'autre côté, on a une personne qui est somnambule. Donc, son esprit à cette personne s'émancipe, rejoint le plan spirituel,
et vient se communiquer au médium. Ce sont deux esprits qui sont incarnés, mais qui vont utiliser le plan spirituel pour se communiquer l'un à l'autre. C'est possible, ça? Ben oui, bien sûr. Et Kardec, il en a donné des exemples dans la revue Spirit. Hein. Donc, c'est la communication des esprits vivants, comme il dit, incarnés, quoi. Hein. Mais cette communication ne peut se faire que pendant que l'esprit incarné qui se communique, par exemple, pendant son sommeil. Oui. Et il y a, je ne sais plus, c'est à la revue de 1858 ou 1859, il parle de l'esprit. Il y avait un monsieur qui était avec lui qui s'appelait Hindermühl, hein, qui était de Berne. C'était un ami de Kardec à Berne, en Suisse. Et donc, il avait une sœur qui était handicapée, je crois. Et donc, elle était à Berne, elle dormait et elle se communiquait par l'intermédiaire de son frère qui était à Paris. D'accord. Et Kardec, il a observé, alors ça c'est un exemple, mais il y en a 2 ou 3 des autres exemples. Donc les esprits incarnés peuvent aussi se communiquer. Voilà. On est des esprits. Hein. Oui, tout à fait, on est des esprits. Alors, donc, quand on est dans le corps en train de conduire une voiture, on ne peut pas aller donner un message philosophique dans le centre médium, dans le centre spirit. Voilà, on peut pas. L'esprit, il faut qu'il soit. On n'est pas assez évolué pour avoir le don d'ubiquité à ce degré-là. Hein. Donc, en général, ça se produit, ce genre de choses-là se produit pendant le sommeil ou pendant des états de somnolence, etc. Hein. Et ça, vous pouvez le voir aussi sur la biographie d'Euripide Barzanulfo, hein, qui avait été traduite par Marcia, de Georges Rizzini, que vous pouvez trouver sur l'Encyclopédie Spirit. Lui, Euripide Barzanulfo, il était en train d'enseigner aux élèves dans le collège Allan Kardec à Sacramento. Et en même temps, donc il y a des moments, les élèves le voyaient, il était un petit peu dans les vapes, entre guillemets, comme on dit. Et puis pendant ces moments-là, son esprit, en fait, il était ailleurs et il se matérialisait dans une ferme, hein, pour aider à un accouchement ou à un problème de santé quelconque. Et au point où les élèves, ils voyaient bien que le professeur, il n'était pas là pendant ce moment-là, pendant ces quelques minutes, mais les gens qui étaient dans la ferme, qui étaient à 15 ou 20 kilomètres, ils étaient persuadés qu'il était passé chez eux. Voyez. Oui, donc, les personnes qui étaient dans la ferme ne le voyaient pas physiquement. Si, il s'était matérialisé. Il y avait certainement dans la ferme un ectoplasme et tout. Donc, vous voyez jusqu'où comment dire, ce genre de choses peut aller, quoi. Hein, ce genre de phénomène peut aller. Il y a d'autres cas comme ça de dédoublement. Hein, c'est Kardec qui en parle, une autre prof, d'ailleurs institutrice, hein, qui s'appelait Émilie Saget, et des phénomènes qui se produisaient quelque part dans un pays balte, voilà, à l'époque. Le problème, c'est que quand l'esprit s'émancipe, notamment pendant le sommeil, quand on se réveille, on n'a aucun retour dessus, on n'a aucun souvenir. Ça dépend. Dans le cas d'Euripide, des fois, il se rappelait. Et quand il revenait devant ses élèves, il disait, tiens, j'étais à tel endroit. Et des fois, il n'y a pas de souvenir. C'est les personnes qui étaient sur place, qui ont gardé, qui ont vu, quoi, qui témoignent. On ne peut pas considérer que les rêves, par exemple, sont des souvenirs de l'émancipation de l'esprit pendant le sommeil. Si, ça peut, justement. Si. Pas toujours. Hein. Il y a des rêves oniriques, hein, des rêves qui sont complètement imaginaires, avec beaucoup d'exagération et tout, qui sont d'ailleurs expliqués plus ou moins bien par les scientifiques qui étudient ce genre de choses. Mais après, quand vous avez rêvé que vous avez rencontré votre grand-père défunt et qui vous a dit des choses très précises, etc., là, c'est plus du rêve. Là, c'est parce que vraiment, vous l'avez vu. Hein? Et donc, quand vous rêvez, parce que notre esprit, quand il se dégage, il va là où il est en affinité, quoi. Donc, il va voir les autres esprits. Et puis, donc, des fois, quand il se réveille, il garde le souvenir, qui est parfois très fugace, hein, parce qu'encore une fois, on change de dimension, hein, pas de la dimension, bien sûr, la dimension matérielle. Donc, il faut en général le noter vite fait. Et il y a des rêves qui correspondent vraiment à des choses réelles qui se sont passées. Et d'ailleurs, qui sont d'ailleurs vérifiés. Hein. Une personne qui rêve d'une autre personne, cette autre personne a aussi rêvé de la première personne. Voyez. Donc là, il y a le croisement qui peut se faire dans certains cas. Il y a des livres qui sont, comment dirais-je, tu as connaissance des livres qui parlent de façon plus approfondie de justement c'est les rêves et puis enfin l'influence, le lien qu'il peut y avoir entre ces rêves justement et l'émancipation de l'esprit. Comment différencier si c'est plutôt un rêve ou si au contraire c'est une expérience que l'esprit a fait pendant son émancipation, pendant le sommeil.
Alors, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur les rêves et qui sont plus ou moins bons. Alors là, le problème, c'est que bon, il faudrait que je me renseigne. Je ne sais pas, Morissette, si tu en connais un. Mais personnellement, là, je vais regarder. Hein, puis je vous dirai la prochaine fois. Je vais me le noter là. D'accord. Livre sur les rêves. Hein. Bon, il y a plusieurs endroits. Kardec, il en parle. Denis, il en parle. Mais ce n'est pas des livres. C'est un chapitre ouais, ou une partie du livre qui en parle. Donc ça, je pourrais trouver facilement. Après, un livre complet sur les rêves, il faut que je regarde parce que ça ne me dit rien. Ça ne me vient pas à l'esprit tout de suite. Là. Sur les rêves, mais vu par la doctrine spirituelle. Selon le spiritisme. Livres sur les rêves, oui, effectivement, on peut en trouver beaucoup. Après, voilà. Qui sont plus ou moins sérieux. Je dis tout n'est pas mauvais, quoi, mais voilà, si c'est vu sous le paradigme matérialiste, évidemment, vous n'aurez pas le même genre d'information. Hein. Non, c'est sûr. Fernanda? Okay. Je ne sais pas si on a le temps de faire un petit commentaire. Oui, vas-y. Sur ce que dit Frédéric, je crois. Fabrice, pardon. Fabrice. Le que dit Fabricio. J'ai vécu une expérience avec notre directeur de notre centre spirit de Strasbourg. Lui était au Brésil. Un des doublements, je l'ai vu au Brésil dans un travail, en train d'assister un travail qui faisait une équipe spirituelle en temps de la santé d'une personne qui avait un problème de cancer et tout ça. Et j'étais en train d'étudier et j'ai décrit tout ce que j'ai vu. Et après, je lui ai envoyé un message. Quand je suis revenue, je me rappelais un peu, je lui ai envoyé un message en disant Georges, je t'ai vu au Brésil dans un endroit. Il y avait une personne qui était très malade d'un cancer, attendant un cancer, et qu'elle a fait assister pour l'équipe spirituelle. Tu étais là dans le plan avec les incarnés, les personnes dans le corps physique, et tu assistais le travail, et j'étais avec les désincarnés qui travaillaient, les désincarnés, les personnes en dédoublement qui aidaient le travail de soigner. Et on faisait un travail dans le poumon de cette personne qui était très, elle avait plusieurs cancers et dans le poumon, c'était le pire. Il nous sortait pas mal de choses et tout ça. Et lui, il était impressionné parce que c'était vrai, c'était passé. Et je ne savais rien qu'elle était là au Brésil en train de voir des choses comme ça. Voilà, donc ça c'est l'exemple. Merci Fernanda. Hein, et c'était une personne qui ne l'avait pas vécue, c'était une amie d'enfance qui avait longtemps qu'elle ne l'a pas vue et qu'elle était allée voir cette amie et que cette amie était allée en centre spirit et qu'ils ont fait un traitement pour son cancer et il finalement a réussi à guérir de son cancer. L'endroit qui était le pire, c'était le poumon. Mmh. Ah bah oui. Donc là, c'est un cas comme ça, justement, de rêve, hein, mais avec des éléments objectifs qui peuvent être vérifiés. Hein. Donc c'est ça qui donne de la force à ça. Merci pour ce témoignage, Fernanda. Alors, le temps passe, c'est vrai qu'il est 9h11, je n'avais pas trop fait attention, le cours, il est un peu long. Animisme et mystification, on en a déjà parlé un petit peu. Hein, donc, l'animisme, c'est normal, il ne faut pas se décourager à cause de ça. Et après, le médium qui écrit toujours ce qu'il pense, etc., qui remplit des pages et des livres et tout, il y a un moment aussi, il faut donner un haut là, hein, en disant, voilà. Hein, encore une fois, c'est le contenu qui compte. Hein, si c'est des bonnes choses, c'est bien, mais si c'est des platitudes et des choses comme ça, voilà, faut doucement lui faire comprendre que ça ne sert à rien, qu'il faut arrêter. Hein, ou les gens qui veulent vraiment imposer leur volonté, leur manière de voir, quoi. Hein. Donc, c'est la limite qu'il ne faut pas franchir. Mais de là à dire que parce qu'il y a de l'animisme, tout est mystification, donc ça, c'est un raisonnement qu'il faut. Voilà. Donc, il y a Calderaro, enfin, toujours des extraits des livres d'André Louis qui sont très précieux par rapport à ça. Je vous laisserai les lire dans le résumé. Et ensuite, animisme et perturbation spirituelle. Donc, ça peut aussi arriver. Hein, voilà.
quand le médium il souffre une perturbation spirituelle, en gros, quand le médium il est obsédé par un esprit, ben, là aussi, il faut arrêter. Il ne faut pas le laisser continuer son travail médiumnique tant que le problème d'obsession n'est pas réglé. Pourquoi? Parce que cet esprit obsesseur, c'est lui qui va venir s'imposer et puis chercher aussi à manipuler, voilà, détourner les réunions de leur but, etc. Donc là aussi, il ne faut pas les laisser faire. Hein. Donc, voilà, là, vous voyez, l'obsession, il parle du phénomène hypnotique. Donc l'hypnotisme, c'est l'esprit obsesseur, quelque part, il hypnotise le médium ou la personne qui est obsédée. Hein. Les obsesseurs procèdent aussi par suggestion, mais c'est une suggestion qui est lourde et répétitive. Et donc, voilà, c'est un problème qu'il faut régler avant, parce qu'une personne qui souffre d'une obsession ne peut pas réaliser un travail médiumnique correct. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, il y a des forces négatives qui l'immobilisent temporairement, vous voyez, des attitudes étranges ou indésirables, etc. Donc, là aussi, ce sont des choses qu'il faut détecter et régler avant. Voilà. L'animisme se manifeste de façon incontrôlée. Voilà. Et donc, le sujet est bien étudié dans le livre « Dans les domaines de la médiumnité » de l'esprit André Louis, chapitre 22. Donc, si vous voulez voir plus de détails, vous pouvez retourner sur cette référence, hein, la dame malade qui cherche une assistance spirituelle dans une institution spirite. Voilà. Et à un moment précis, cette personne parle et agit comme si elle était sous l'effet d'une transe médiumnique, transmettant la communication d'un persécuteur spirituel. Hein. Donc là, il faut reconnaître ce qui se passe, savoir que l'esprit qui est là, c'est un esprit qui est malveillant puisqu'il est en train d'obséder une personne. Et donc, c'est un traitement différent qu'il faut avoir. Hein. J'ai eu un jour un cas comme ça aussi d'une personne qui m'avait appelé et quand je suis allé la voir, on a commencé à discuter, je le voyais écrire quelque chose. Je me suis dit, tiens, c'est une personne sérieuse, il prend des notes de ce qu'on dit. Hein. Mais d'un coup, il me dit que si, il me dit que ça, il me dit que autre chose. Et à un moment donné, j'ai arrêté. J'ai dit, attendez, ce n'est pas à lui que je veux parler, c'est à vous. Hein. Et en fait, cette personne-là, en fait, se complaisait avec cet esprit qui l'obsédait. Et ça, c'est des cas qui sont très difficiles. Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Hein. Vous ne pouvez pas aller contre le libre arbitre d'un médium qui se complaît avec un esprit obsesseur. Hein. Il faut que, que les choses empirent un petit peu, que le médium se rend compte de son erreur et qu'il ait en lui au moins la volonté de vouloir couper cette influence pour que ça fonctionne. Donc tout ça, ce sont des cas où, voyez, l'animisme prend une place prépondérante et finit par empêcher ou annuler ou complètement déformer la communication médiumnique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que c'était Morissette? Oui, à l'opposé de ce que tu viens de dire, Charles, ce qui est dangereux aussi, donc quand il y a des gens comme ça qui se présentent, c'est que en fait, c'est une auto-obsession. Donc la personne peut être persuadée qu'un esprit étranger lui veut du mal, alors que cette personne a un problème psychologique, voire psychiatrique. Oui. Et voilà, donc il faut vraiment être aussi vigilant au-delà de l'importance des informations qui viennent du monde spirituel. Voilà. Alors, évidemment, nous, en tant que spirit, on ne peut pas tous être psychiatres. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Et puis, malheureusement aussi, beaucoup de psychiatres ne sont pas spirites. Mais effectivement, ce qui se passe, comme tu dis, Morissette, il y a toujours une assistance spirituelle dans les groupes. Et dans ces situations-là, les esprits guident, vont venir nous aider en disant, tiens, conseille à cette personne plutôt d'aller voir un psychiatre ou nous expliquer pour permettre de mieux comprendre ce qui se passe et le mieux qu'on a à faire dans chacune de ces situations. Donc, c'est pour ça que les groupes médiumniques, il faut qu'ils soient réguliers, il faut que les mêmes personnes viennent de façon assidue. Tout ça, ça permet que se mette en place aussi, donc, l'organisation spirituelle, elle est vite en place, elle existe toujours, mais qu'elle puisse être effective et travailler de façon intégrée avec les membres incarnés du groupe. Et ça met du temps à se mettre en place. Et une fois que c'est mis en place, effectivement,
c'est là où, je dirais, la difficulté croissante des cas qui se présentent, elle se met en place. Pourquoi? Parce que le groupe, au fur et à mesure qu'il est prêt à traiter des cas de plus en plus difficiles, les cas de plus en plus difficiles apparaissent apportés par l'équipe spirituelle qui est là. Voilà, sachant que dans les groupes débutants, il y aura en général des cas assez faciles, quoi. Voilà. Ou parfois un peu plus compliqués, justement pour encourager les groupes médiumniques à toujours maintenir le contact avec l'étude et avec d'autres groupes qui sont plus expérimentés qu'eux. Donc, cette volonté de progresser. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour l'animisme. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions ou d'autres remarques, je vous remercie tous pour votre participation, hein, et puis en espérant que ça puisse vous être utile. Et si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à revenir quand vous le souhaitez, hein, sur la conversation du Skype, hein, qui se conserve, contrairement d'ailleurs à celle de Zoom, malheureusement, mais bon, voilà. Et puis, on va aussi remercier les bons esprits qui étaient avec nous ce soir, qui nous ont permis cet apprentissage, que nous puissions, encore une fois, bien le retenir et puis savoir que ça puisse nous aider à réagir comme il se doit si les situations se présentent. Voilà. Merci à tous. Excellent dimanche, excellente Merci semaine beaucoup. et à bientôt. Merci. À bientôt. Au Dimanche. revoir. Merci, Charles.